Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce BADA consacré aux réactions et aux questions du public de l'école alsacienne rassemblés le dimanche 5 février autour de la question de la réforme des retraites. Et derrière cette table se trouve Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne Blick.fr. La première question vient ici de vous, monsieur. Bonjour, oui. Selon les sondages, à peu près 2 Français sur 3 sont contre le projet de réforme des retraites et à peu près 2 Français sur 3 sont convaincus qu'il sera voté. Peut-être les mêmes, peut-être pas les mêmes, mais qu'est-ce que ça vous amène comme analyse ou comme analyse des causes et des conséquences de cette parfaite cohérence ? Richard Verly, qui est spécialiste des mystères de la psychologie des Français. Non, c'est que... Alors moi, ma réponse sera très simple, c'est que les Français ont bien compris, pardonnez-moi de revenir à mon tropisme référendaire, ils ont bien compris que leur parole n'est pas entendue et que le système permet, je dis bien le système démocratique, mais le système tel qu'il est, permet de ne pas tenir compte de leur avis sur un sujet précis. Donc de ce point de vue, ils sont tout à fait cohérents, ils connaissent le système, ils savent comment il marche et ils n'ont pas tellement d'illusions sur la capacité du gouvernement à entendre leurs revendications, mais quand même un énorme « mais » en majuscule, tout ça, ce ne sont que des sondages. Donc, et c'est là aussi où j'en reviens à mon tropisme référendaire, ne mélangeons pas les sondages et la réalité de l'opinion, parce que je pense pour ma part qu'il existe en France une majorité sans doute de Français qui ont compris que le système des retraites actuel n'est pas tenable, mais encore faudrait-il avoir les moyens, à un moment donné, de lui donner la parole pour que cette majorité silencieuse, si elle existe, puisse aussi se faire entendre. Quelqu'un, Béatrice ? Oui, sur ce qui peut apparaître comme quelque chose d'un peu paradoxal, et puis pour répondre un peu à Richard Verly, c'est vrai que je repense toujours à la décision qu'avait prise François Mitterrand sur la suppression de la peine de mort. La majorité des Français étaient contre. Et si on avait fait un référendum dessus, ça ne serait pas passé. Il y a des moments où, effectivement, on ne prend pas forcément l'avis de la majorité. Voilà. C'est juste, et d'ailleurs, on ne peut pas faire en Suisse de référendum sur la peine de mort dans la mesure où le pays est signataire maintenant de traités internationaux. Jean-Louis ? Oui, je crois que c'est l'honneur du régime représentatif que de ne pas nécessairement suivre l'opinion. D'ailleurs, on ne peut pas à la fois reprocher aux parlementaires de manquer de courage, ce qui est le reproche ordinaire qu'on leur fait, qui d'ailleurs d'ordinaire veut dire manquer de courage, ça veut dire suivre ce que leur disent leurs électeurs à chaque fois. Et on ne peut pas leur faire ce reproche et leur faire le reproche inverse, qui est de prendre une mesure impopulaire quand ils la sentent nécessaire. Les parlementaires, le gouvernement, l'administration a l'avantage sur l'opinion de traiter de façon approfondie les sujets, d'en mesurer techniquement toutes les implications, et quand nous estimons, pour des raisons très fortes, que cette réforme est nécessaire, et pour ma part, je dirais même un peu insuffisante, eh bien, il serait absolument anormal que nous n'en tirions pas des conséquences, ou alors on démissionnerait, en disant on est représentant, mais on n'est pas représentatif. Bon, moi, je crois que c'est vraiment l'honneur du Parlement que de faire ça. Je remarque en plus que toutes les réformes de retraite, sauf celle de François Mitterrand, qui était une véritable catastrophe, et je vous rappelle, cher ami, que le soir où Mitterrand a annoncé cette réforme, il y a eu un formidable éditorial sur, je crois, la première chaîne, d'Emmanuel Delataille, montrant à quel point ce passage à la retraite à 60 ans était une catastrophe absolue. Ça fait maintenant donc 60 ans, 40 ans, non 40 ans, oui, j'ai jamais su compter. 40 ans que l'on se traîne cette réforme. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, comme disait Michel Rocard,
emporte tous les gouvernements. Non, je crois qu'il faut accepter l'impopularité et, le cas échéant, être battu aux élections. Mais là, sur un enjeu de cet ordre, c'est l'intérêt général qui doit primer. Et le système représentatif a été inventé pour ça. Sur la nature du rapport entre les élus et leurs électeurs, il me revient cette anecdote qui avait concerné Hippolyte Ducos, qui à un moment donné fut doyen de l'Assemblée nationale. Grand latiniste. Il est extrêmement normalien, agrégé de lettres classiques. Et il faisait une réunion à l'époque où il y avait des préaux d'école. Enfin, il y en a encore, si on en croit Jean-Louis. Il faisait une réunion et il est interrompu par un type qui probablement avait un peu forcé sur la boisson et qui lui dit « Oh, toi, de toute façon, tu es pas un vrai républicain. » C'était député du Sud-Ouest, vous comprenez. Alors, Ducos dit « Comment je suis pas un vrai républicain ?» Il commence à faire la liste de tous les votes qu'il a apportés à des projets qui étaient « Oui, tu es pas un vrai républicain. » Et il continue, enfin, à un moment donné, comme l'autre continue à lui dire « Tu es pas un vrai républicain », du coup, il dit « Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un vrai républicain ?» Et son interlocuteur lui dit « Il faut être enterré civilement. » C'est ce qui a empêché Clémenceau d'être président de la République. Hein. Briand faisait campagne contre lui en disant « Ça sera un bel enterrement civil. » Madame. Oui, bonjour. Je me demandais pourquoi le gouvernement, dans son argumentation, n'a pas mis plus en avant le fait que tous les pays européens, quasiment, sont non pas à 64, mais à 65, voire 67 ans. Pourquoi cet argument-là n'est pas... Il pourrait être mis en avant dans la mesure où ça prouve quand même que c'est nécessaire. Enfin. Richard Verly. Alors, là-dessus, j'ai deux réponses. La première, c'est que je ne crois pas qu'il soit habituel en France de défendre une réforme française sur la base de comparaisons internationales. C'est pas tellement, je crois, dans les habitudes, mais là, je parle sous le contrôle des experts, et ce serait peut-être le sentiment, et que ce serait mal vu par l'opinion, au fond, d'aligner l'exception française, entre guillemets, sur les voisins. Mais je pense qu'il y a une autre raison. Quand on parle des réformes qui sont survenues récemment en Italie et en Espagne et au Portugal, je prends ces trois exemples qui sont souvent cités dans les médias, y compris par des confrères correspondants étrangers. Italie, si je ne me trompe pas, c'est 68 ans au terme de la réforme, prise par Mario Monti. Espagne, c'est 67 ans et Portugal également. Ce sont des réformes qui ont été imposées à ces gouvernements dans le contexte de la crise financière de 2008-2010. Donc, ne nous leurrons pas, les réformes qui ont été prises dans ces trois pays ne l'ont pas été par une forme d'assentiment à un projet de société quelconque destiné, comme le dit Jean-Louis, à restaurer la quantité de travail, mais c'était bel et bien sous le joug, on pourrait dire, entre guillemets à nouveau, des marchés financiers à l'époque. Et d'ailleurs, Mario Monti, qui a été l'architecte de ces réformes en Italie, on sait l'avenir politique qui lui a été réservé, puisque très vite après, il a purement et simplement dû dégager. Il y a peut-être aussi un argument pour lequel on ne s'appuie pas, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand même. Ça se dit souvent quand même que oui, je trouve aussi, c'est pas si on ne se tait pas là-dessus, mais c'est que la situation démographique française, qui est à 1,8 taux de fécondité par femme, elle est à 1,3 en Italie, en Espagne, et effectivement là, avec une situation qui se dégrade très 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 vite. Et c'est peut-être une forme d'illusion qu'ont les Français, c'est de se dire que eux, ils ont encore quand même une petite marge de manœuvre. Voilà, c'est peut-être un des arguments, mais je suis moins d'accord avec vous. Je pense que ça se dit, et surtout de plus en plus quand on avance. Peut-être pas au début, mais maintenant on l'entend. Merci beaucoup, Monsieur oui, au centre. Bonjour. Je vais saisir la perche de Philippe Meyer. Je suis là, Philippe. Au milieu. Oui, ah, très bien, oui. Et vous proposez d'aller un peu sur l'international, notamment sur le conflit israélo-palestinien, parce qu'on a beaucoup parlé de la France, allons un peu vers l'étranger. Et vous demandez votre analyse sur la situation en cours, avec un gouvernement qui est le plus à droite de l'histoire, avec une poursuite donc attendue de la colonisation, une paralysie de l'autorité palestinienne, qui est complice ou tout au moins bénéficiaire du système pervers qui s'est mis en place après Oslo et qui entraîne une désespérance des Palestiniens. D'où une violence aveugle qu'on a constatée
et avec un cycle violence-répression qui s'accroît, et une pression internationale qui diminue pour arriver à une solution, avec notamment les accords d'Abraham et le contexte international. Donc voilà, tout cela fait qu'on a une situation très complexe qui s'aggrave. Quelle est votre analyse et quelles peuvent être les perspectives de sortir vers le haut de tout ça? Béatrice Gibelin. Vous avez fait un bon diagnostic. Voilà, vous avez fait un diagnostic très précis. On est dans une situation, si c'est un conflit sans fin, ça ne veut pas dire pour autant que ce ne soit pas un conflit dans lequel il n'y a aucune évolution. Il est peut-être sans fin, mais le rapport de force entre Palestiniens et Juifs israéliens, je parle vraiment des Juifs seulement, est bien évidemment en défaveur des Palestiniens. Et la question qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est comment un peuple aussi menacé dans son existence peut-il autant se déchirer depuis des dizaines et des dizaines d'années? Pour que l'OLP prenne le pas sur les autres tendances radicales palestiniennes, ça a été le résultat d'un combat extrêmement fort avec un nombre de règlements de compte et d'assassinats extrêmement nombreux. Quand vous êtes menacé dans votre existence, à partir de ce moment-là, regardez les Ukrainiens, ils sont peut-être pas tous d'accord, mais en ce moment, ils se soudent face à la Russie. Mon interrogation, c'est qu'est-ce qui fait que les Palestiniens n'arrivent pas à se souder pour lutter ensemble contre les stratégies d'Israël, qui est passé maître dans l'art de les diviser. C'est indéniable. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus triste, c'est les accords d'Abraham dont vous avez parlé, mais même avant les accords d'Abraham, c'est comment l'ensemble du monde arabe, des dirigeants, pas de l'opinion publique arabe, mais des dirigeants, les laissent tomber, comme s'ils étaient lassés des Palestiniens. C'est une situation qui est absolument dramatique, et non pas qu'elle sera toujours sans issue, mais elle risque d'être absolument tragique pour les Palestiniens. La discussion, c'est Palestiniens, Jordaniens, Israéliens, et sans doute aussi Syriens, pour pouvoir régler ce problème-là. Mais c'est une question qui est extrêmement grave. Le niveau de corruption des Palestiniens est absolument colossal. Pour avoir eu, je vais aller très vite, un étudiant victime des prisons israéliennes, financé pour sa thèse par l'autorité palestinienne, refusant même de retourner en Palestine une fois sa thèse passée. Et quand je lui pose la question, je lui dis « Mais enfin, Tarek, pourquoi ?» Mais il dit « Parce que Mme Gibelin, c'est un tel niveau de corruption que je ne veux plus jamais être mêlé à ça. » Donc on est sur une situation qui est absolument dramatique. Et que deuxième erreur énorme des Palestiniens, c'est de ne pas vouloir regarder la stratégie israélienne. Les Israéliens ont une connaissance du territoire absolument phénoménale, alors qu'il n'y avait aucune carte précise du côté palestinien. Quand on doit se battre, il vaut mieux prendre les bons outils. François Bujon de l'Étang. Je suis embarrassé pour parler de ce sujet en 3 minutes parce qu'il mérite davantage. Mais puisque la question est posée, nous avons pour l'instant en Israël et en Cisjordanie une remontée de la violence qui est due à la conjonction de 2 phénomènes. Le premier, c'est une situation qui est complètement bloquée depuis des années et des années pour toutes sortes de raisons dont certaines ont été très bien dites par Béatrice. L'autre, c'est que vous voyez arriver un gouvernement israélien qui est le plus à droite de toute l'histoire d'Israël et qui incorpore à côté de Netanyahou et du Likoud des partis extrémistes religieux. Moi, j'ai côtoyé en tant que diplomate, où j'ai fréquenté ce problème israélo-palestinien pendant à peu près 50 ans, un demi-siècle, et aujourd'hui, je peux vous faire part de mes conclusions sur lui, après l'avoir longtemps. Mais je voulais le faire de façon brutale, comme un mauvais diagnostic médical. 5 points. Le processus de paix est mort. Il n'est pas enterré parce qu'on continue à faire tourner quelques moulins à prière de temps en temps, mais il est mort. Il n'y a plus aucun contact, il n'y a plus aucun progrès, il n'y a plus aucun espoir, et il n'y a même plus d'interlocuteur du côté palestinien, puisque vous avez le Hamas à Gaza, et que vous avez une OLP qui gouverne en principe la Cisjordanie, qui est complètement discréditée, qui est totalement corrompue, et qui est dirigée par un
dirigeant, Mahmoud Abbas, de 87 ans, et qu'on se bouscule déjà pour sa succession. C'est le seul problème qui intéresse l'OLP, le processus de paix est mort. Le deuxième point, c'est que la solution à 2 États, qui a été pendant très longtemps la justification du processus de paix, est morte. On ne le dit pas parce que c'est un anathème que de le dire, mais elle est morte, elle n'est pas réalisable, elle n'est pas réaliste. Il aurait fallu que la Cisjordanie, Gaza s'associent pour former un État. En réalité, le développement des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie a entraîné ce phénomène qu'on appelle de peau de léopard, qui fait qu'il n'y a pas d'État palestinien que l'on puisse constituer en Cisjordanie. Il peut y avoir à la rigueur quelques bantoustans qui seront gérés comme on peut par la puissance occupante, mais ce n'est pas de là que cela viendra. Et d'ailleurs, la solution à 2 États, on continue à s'y référer, mais plus personne n'y croit et plus personne ne la préconise véritablement de façon pratique. Le troisième point, vous l'avez touché du doigt, Béatrice, très justement, c'est très crucial et très capital, c'est que le monde arabe a abandonné la cause palestinienne. Il ne la défend plus. Les accords d'Abraham sont vraiment le prolongement d'ailleurs de ce qu'ont été les règlements de paix avec l'Égypte, avec la Jordanie, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'États arabes ont jugé qu'il était plus utile pour la suite de leur développement et de leur histoire de faire la paix avec Israël et d'abandonner la cause palestinienne. Et aujourd'hui, c'est très clair, les accords d'Abraham touchent les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Et le Soudan, ça fait quand même beaucoup d'autres États. Et quant à l'Arabie saoudite, elle ne veut pas reconnaître Israël et faire la paix parce qu'elle ne peut pas le faire, dit-elle, tant qu'on ne parle pas d'une solution à 2 États. En voilà une qui fait tourner les moulins à prière. Mais elle fait tout pour normaliser la situation avec Israël et pour faire du business avec Israël. Donc la cause palestinienne est abandonnée par le monde arabe. C'est ma deuxième conviction. La troisième, pardon. La quatrième, c'est que Israël considère qu'il y a des vraies menaces stratégiques existentielles, l'Iran et le nucléaire, voilà, ça c'est la menace existentielle. Et puis qu'il y en a d'autres qui sont gérables. Un conflit de basse intensité avec les Palestiniens qui de temps en temps créent tel ou tel incident, c'est quelque chose que l'on peut gérer, qui ne menace pas la vie d'Israël, et que l'on peut gérer, pensent les Israéliens, dans l'ensemble des opérations de police, parfois menées par l'armée, mais avec des opérations de police. Donc le corps politique et social israélien a adopté cette idée. On peut vivre avec tout ça et continuer. Et en plus, alors c'est la 5e constatation, mais très très grave, le corps politique et social israélien vire de plus en plus vers la droite. L'arrivée des émigrants en provenance de l'ancienne Union soviétique a permis de doubler la population d'Israël, qui est à peu près de 6 millions d'habitants aujourd'hui. Elle a permis de développer les colonies de peuplement en Cisjordanie, parce que je vous rappelle qu'en Cisjordanie, Béatrice me corrigera si je me trompe, mais il doit y avoir à peu près 3 millions d'habitants arabes. Et il y a 500 000 Israéliens quand même qui habitent en Cisjordanie. Donc voilà. Et avec le système, invraisemblable système électoral d'Israël, c'est-à-dire la représentation proportionnelle intégrale, dans une Knesset à 120 députés, vous êtes obligé, pour constituer un gouvernement, d'avoir l'appoint d'un certain nombre de partis très très minoritaires. Avec Netanyahou, qui lui-même ne cesse de glisser vers la droite, vous avez atteint le stade où maintenant ce sont les partis juifs orthodoxes qui font l'appoint, et vous avez l'État, vous avez le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire d'Israël. Donc ce n'est pas de lui que viendra une solution autre que la poursuite d'une politique qui vise à rendre impossible la solution à 2 États et, au fond, à vivre avec un conflit de basse intensité que l'on peut d'autant plus gérer que les autres Arabes ne s'en mêlent plus. Donc les scénarios envisageables pour l'avenir sont uniquement des scénarios noirs. Moi, je n'en vois que 2, en réalité. Si vous en voyez d'autres, dites-le, mais je n'en vois que 2. L'une, c'est effectivement la poursuite d'un statu quo qui va se dégrader de plus en plus au fil des mois et des années. L'autre, c'est l'annexion pure et simple de ce que beaucoup d'Israéliens de droite appellent la Judée-Samarie, c'est-à-dire les provinces, en réalité, qui sont au sud de la Cisjordanie. Et l'annexion pure et simple, c'est évidemment une solution tout à fait radicale, mais qui est en train de se développer sur le terrain. Si vous me permettez simplement, je ne vais pas raconter mes campagnes, mais d'évoquer un souvenir personnel. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais le conseiller diplomatique du Premier ministre Jacques Chirac à Matignon,
En octobre 1987, je me suis rendu en Israël pour préparer une visite que devait faire le Premier ministre le mois suivant. J'avais demandé à voir Yitzhak Rabin, qui à l'époque était dans l'opposition. Il m'avait reçu très gentiment et nous avions déjeuné tous les deux en tête-à-tête à la Knesset. Et Rabin m'avait dit, mais je vous le cite presque entre guillemets, il m'avait dit « il nous faut faire la paix dans les années qui viennent ». Parce que l'évolution démographique fait que les Arabes seront beaucoup plus nombreux que les Juifs avant longtemps. Il nous faut faire la paix vite, parce que si nous ne la faisons pas, la seule solution, ce sera celle de l'annexion. Et l'annexion, c'est la fin du rêve sioniste. C'est Rabin qui parle. Le rêve sioniste était un État juif et démocratique. Nous ne pourrons plus avoir un État juif et démocratique avec une minorité de population qui sera arabe et qui risque de devenir la majorité et qui, en plus, nous obligera à recourir à des méthodes non démocratiques. Donc, c'est la paix ou, finalement, la fin du rêve sioniste. Les gens extrémistes de droite qui l'ont assassiné savaient malheureusement ce qu'ils faisaient. Un mot en écho de ce que dit François. Benjamin Netanyahou essaye de faire passer une réforme de la Cour suprême qui supprimerait le dernier obstacle, le dernier contre-pouvoir au gouvernement. Ça provoque des manifestations considérables en Israël. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, ça fait part publiquement des préoccupations du gouvernement américain à l'égard de cette réforme. Le président de la République française a reçu vendredi, si je ne me trompe pas, le Premier ministre Netanyahou. Rien n'en est sorti publiquement, mais apparemment, le président a pris soin de faire fuiter un certain nombre de choses, puisque si j'en crois le Monde, et comment ne pas croire le Monde, il a fait part de sa forte préoccupation. Il aurait même dit à Netanyahou que si cette réforme était votée, il considérerait qu'Israël est sorti de l'orbite des régimes démocratiques, mais et c'est là où je voulais en venir, à propos de la colonisation et des projets de poursuivre la colonisation, le président de la République est resté silencieux et son entourage, et là encore il s'agit évidemment d'un entourage autorisé, explique que le président de la République considère qu'il faut soutenir autant que faire se peut, c'est-à-dire jusqu'à la limite de cette réforme, Benjamin Netanyahou, parce que sinon ceux qui lui succéderont seraient bien pires. Oui, comme Poutine. Exactement. Jean-Louis Bourlange. Oui, je suis tout à fait en phase avec les deux analyses qui ont été faites, notamment avec celle très précise de François. Moi, je crois que ce que nous vivons actuellement, c'est un contraste entre deux choses très, très, très curieuses. Un succès géopolitique absolu d'Israël et un effondrement moral presque aussi absolu du gouvernement de M. Netanyahou. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Le succès géopolitique, il a été rappelé, il est non seulement, on est en face d'une autorité palestinienne déliquescente. M. Mahmoud Abbas n'a aucune légitimité, il n'a pas été élu depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Oui. Il a 87 ans, la Palestine est divisée, l'OLP d'un côté, le Hamas de l'autre. On pourrait aussi parler du Hezbollah au Liban. Tout ça fait que c'est la corruption est ce que nous avons rappelé. Donc c'est une autorité totalement discréditée. La sécurité géopolitique de la zone a été puissamment renforcée par les accords d'Abraham, associant jusqu'au Maroc au statu quo. Le rapport aux États-Unis s'est un peu inversé. Du temps du président Bush I, James Baker avait réussi à faire une pression extrêmement forte sur le gouvernement israélien en bloquant des crédits militaires et avait provoqué en fait la démission du gouvernement Shamir. Maintenant, c'est l'inverse. C'est plutôt Netanyahou qui dit aux Américains, moi, vous savez, les démocrates, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'importe, c'est les républicains. Donc, vous avez quand même intérêt à me ménager parce que sinon, je jouerai en faveur d'un retour de M. Trump, etc. Et donc, le rapport de force est inversé. Vis-à-vis des Russes, les Israéliens ont de très bons rapports avec les Russes, sont très indifférents à la cause ukrainienne. Et en même temps, ils sont très montés contre les Iraniens. Donc les Russes regardent avec beaucoup de précaution
leur rapport à Israël et en réalité, l'opposition géopolitique à Israël est entièrement animée par ce pays impossible, qui est devenu impossible pour des raisons nucléaires, pour des raisons démocratiques, qu'est l'Iran, et qui, effectivement, contrôle une partie de la Syrie, contrôle le Hezbollah au Liban, et donc on a eu un succès géopolitique absolu. En même temps, on voit bien qu'il y a une faillite morale du gouvernement Netanyahou, qui a été rappelée parce que, à travers la réforme de la Cour suprême, en réalité, c'est pas simplement la droite. La droite a le droit de venir, la droite au pouvoir, mais c'est véritablement la mise en cause des institutions fondamentales, ce que d'ailleurs nous contestons, nous, en Europe, à M. Orban, par exemple, qui est en cause. Donc la capacité d'avoir une autorité politique, une autorité juridictionnelle indépendante, et surtout, au-delà de tout ça, la double disqualification des deux formules possibles associant les Palestiniens à la vie de ce pays, les deux États dont toute la communauté internationale continue de célébrer, mais dont personne ne veut plus en Israël, et qui se heurte aux difficultés concrètes qu'a rappelé François Bujon de l'Étang à l'instant, et le système qui a toujours eu la faveur des Palestiniens, d'une communauté politique, c'est ça que craignait Isaac Rabin dans la conversation qu'il a eue avec vous, une communauté dans laquelle les Palestiniens et les Juifs sont à égalité. Ces deux choses-là sont refusées, et quand j'entends les deux scénarios qu'évoque François, je crois qu'ils n'en sont qu'un en réalité, car l'annexion, c'est une forme un peu larvée de la négation, et là, autant je trouve que c'était injuste et tout à fait excessif de qualifier d'apartheid le régime israélien jusqu'à présent, autant on voit bien que c'est ce concept-là que caresse en vérité Netanyahou, c'est-à-dire un État inégal dans lequel la communauté juive contrôle directement ou indirectement une minorité palestinienne qui pourrait devenir une majorité. C'était le cauchemar de Rabin. Richard Verly. Oui, juste un commentaire historique. J'ai été interrogé il n'y a pas si longtemps sur le même sujet, et je me souvenais que, journaliste, j'avais travaillé sur l'initiative de Genève, qui était cette proposition d'accord de paix qui avait été négociée à l'époque. Il y avait un ancien ministre travaillé qui s'appelait Yossi Beilin, qui était très actif. Et je pensais, c'est juste cela que je vais dire, en parlant, je pensais que cette initiative datait de 2013. Et donc, je m'adressais à mes interlocuteurs en disant, il y a 10 ans. Et d'un seul coup, j'ai regardé, en fait, c'était en 2003. C'est-à-dire, voilà. Et c'est-à-dire que on voit bien que en 20 ans, la nature même de ce conflit, de cette situation a profondément changé, alors que pendant longtemps, c'était au fond le statu quo, ça ne bougeait pas. Oui. On a vu qu'il y a une dégradation accélérée, et quand il y a une dégradation aussi accélérée, on peut certes, comme le disait François, du point de vue du gouvernement israélien, penser qu'on peut gérer une situation sécuritaire, on peut peut-être rêver de gérer d'un seul État où une minorité aussi importante que les Palestiniens serait officiellement discriminée en quelque sorte. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit un rêve tenable et réaliste, parce qu'à un moment donné, les convulsions vous rattrapent. Donc, on est, ni plus ni moins, sur un volcan. Et la difficulté dans nos opinions occidentales, c'est qu'on s'y est habitué. Et qu'on s'est habitué à considérer que le volcan du Proche-Orient, et notamment le volcan israélo-palestinien, c'était la situation telle qu'elle est. Je pense que c'est peut-être aussi ça le plus inquiétant et le plus alarmant. Une dernière intervention, monsieur. Merci beaucoup pour vos analyses. Je souhaitais revenir un instant à la réforme des retraites et vous interroger sur les leviers que vous pouvez identifier pour améliorer le taux d'emploi des seniors. L'index sur le taux d'emploi est d'ores et déjà critiqué par le MEDEF, alors que c'est juste une mesure de transparence. On nous promet des perspectives de durcissement de ce dispositif. En même temps, on voit bien que c'est une mesure plutôt d'ordre culturel qui ne peut pas être uniquement traitée par le réglementaire. Donc, quelle perspective vous voyez sur ce sujet? Merci. Jean-Louis? Oui, d'abord, il faut voir que le report de l'âge pivot est en soi
un instrument ça c'est démontré par la précédente réforme, est en soi un instrument de prolongation, d'allongement de la durée d'activité. C'est ce que la CFDT, qui ne le conteste pas, d'ailleurs nous avons reçu au MoDem récemment le spécialiste des retraites de la CFDT, qui est un homme remarquable, et il appelle ça l'effet d'horizon. On avance, l'horizon recule, et donc l'horizon de carrière reculant, les gens travaillent plus longtemps, c'est indiscutable. Alors maintenant, comment peut-on mettre la main à la pâte, si vous voulez, ajouter à ça l'index? Moi, je n'ai pas encore très bien compris ce qu'on mettait dedans. Ce que je crois, c'est que ça appelle des négociations, et c'est là où tout le travail vous savez, cette réforme, il est possible qu'elle soit inconstitutionnelle. Hein. Ça peut être considéré par M. Fabius et son conseil comme un cavalier budgétaire, un cavalier législatif dans une loi budgétaire. Et notamment, tout le volet législatif devrait être renforcé et notamment ouvrir vers des négociations de branches. Je crois qu'on ne peut pas traiter ce genre de problème in abstracto, dans l'absolu, pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des négociations de branches associant les acteurs. La CFDT serait tout à fait capable de mener une grande négociation du côté des salariés. C'est le genre de choses qu'elle sait faire très bien. Le patronat doit s'ouvrir à cela. On voit bien qu'il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas. Regardez par exemple le travail des jeunes dans la restauration. Maintenant, on s'est aperçu que ça cessait, ça ne pouvait plus durer d'avoir des jeunes à qui on demandait de travailler de 11h à 3h, puis de 20h à 23h. Non, on est passé à des réformes en profondeur où ils ont un vrai contrat de travail. Et ça, c'est la réponse à la tension sur l'emploi. Et là, je trouve qu'en matière de formation permanente, d'ergonomie professionnelle, de modification des carrières, d'association à des tâches d'exécution, l'association à des tâches de formation et de transmission des savoirs. Tout ça doit être pensé, fait, et ça passe, à mon avis, d'abord par des réformes professionnelles. Si le travail n'est pas aussi méprisé dans d'autres pays que la France, n'est pas aussi méprisé au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, c'est peut-être parce que les gens ont appris à se causer, à discuter ensemble, à dialoguer. Et là, c'est le vieux centriste qui parle, et je trouve qu'il y a vraiment des choses à faire. Le grain, il est là, le moulin à moudre manque. Béatrice Gibelin. Oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est la facilité pour des patrons de sortir des salariés vers 56 ans, 57 ans, 58 ans, avec cette possibilité qu'ils aient le chômage sans avoir à rechercher du travail, jusqu'à temps qu'ils arrivent à la retraite. C'est une facilité qu'on offre, incontestablement. C'est profiter du système. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire et qu'il ne soit pas aussi complaisant, si vous voulez, pour permettre à des patrons il coûte cher les salariés plus âgés. Il y avait un petit graphique dans Le Monde d'hier ou avant-hier qui montrait qu'effectivement, en France, le salaire d'une personne de plus de 55 ans est nettement plus élevé que celui d'un jeune. C'est pas le cas en Allemagne, par exemple. Donc déjà, je pense que c'est une donnée qui peut être extrêmement importante. Et puis, c'est travailler plus pour gagner moins. Alors oui, d'une certaine façon. Mais l'autre chose, quand on dit des tensions, alors on a 7% de chômage et encore des tensions, mais regardez, les salaires dans la restauration n'ont pas progressé. On fait peut-être des efforts pour qu'ils aient des contrats de travail corrects, mais il manque toujours de main-d'œuvre, mais ça ne se traduit pas par une nette augmentation de salaires proposés. Mais juste... En matière d'activité des seniors, je voudrais, ici, on est servi, je voudrais dire à quel point le nouvel esprit public donne l'exemple, puisque en dehors de Richard, qui n'a pas encore atteint, et à plus forte raison dépassé l'âge de la retraite, mais il a encore du placenta dans les narines, c'est un quatuor de retraités actifs qui sont derrière cette table. Non, juste un point, ce que vient de dire Béatrice, c'est exactement la remarque que je me permettais de faire à Jean-Louis tout à l'heure, c'est que malheureusement,
en France, l'État dérègle Mais oui. le rapport au travail. Et là, on en a un cas d'espèce avec les seniors. C'est-à-dire que l'État, en garantissant la prise en charge, permet, disons-le, au patron de licencier, tout simplement. Merci à Laurie Galigani et à Christian Sory qui ont enregistré ces échanges avec le public. Merci au public et rendez-vous dimanche pour notre prochain Nouvel Esprit Public.